Bonjour à toutes et à tous, ici Marianne Awar et bienvenue dans ce nouvel épisode de Classique Rencontre Digitale. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui me fascine depuis des années, la synesthésie, mais version numérique. Alors, la synesthésie, c'est ce phénomène rare où certaines personnes voient littéralement les sons ou entendent les couleurs. Mais ce qui est incroyable, c'est que grâce à la technologie, on peut désormais programmer cette expérience, la rendre accessible à tous, même à ceux qui n'ont jamais eu ce genre de perception naturellement. Les algorithmes prennent les fréquences, les dynamiques, les textures d'une œuvre musicale et les traduisent en forme, en couleurs, en mouvements lumineux. Imaginez une fugue de Bach. Chaque voix devient une couleur, chaque entrée une impulsion visuelle. Le contrepoint, ce jeu d'entrelacement des voix, se transforme en un ballet de lumière interactive, presque hypnotique. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai vu une œuvre classique transformée en animation numérique. C'était lors d'une exposition à Paris, il y a quelques années. J'étais musicienne avant tout, et là, soudain, je voyais la musique. C'était une fugue de Bach, justement, et chaque voix s'illuminait d'une couleur différente sur un immense écran. J'ai eu l'impression de redécouvrir la partition, de comprendre le dialogue entre les voix d'une façon totalement nouvelle. Franchement, j'en ai eu des frissons. Et c'est là que j'ai compris. La synesthésie programmée, ce n'est pas juste un gadget. C'est un nouveau langage, une façon de traduire la musique en images, de la rendre visible, presque palpable. Et ça change tout, aussi bien pour les musiciens que pour le public. Alors, comment on passe du son à l'image ? C'est là que la magie du code et de la création opère. Il y a plusieurs techniques, et je vais essayer de ne pas trop rentrer dans le jargon, promis. D'abord, il y a l'analyse spectrale en temps réel. On prend les variations de fréquence et on les transforme en animation dynamique. C'est un peu comme si chaque note dessinait sa propre vague sur l'écran. Ensuite, la modélisation 3D pilotée par MIDI, chaque note, chaque intensité, pilote un élément visuel. Ça peut être la forme, la vitesse, la couleur, c'est très précis, presque chirurgical. Et puis s'il y a l'intelligence artificielle, avec des réseaux neuronaux génératifs comme les GAN ou VQ-GAN plus Clip. Là, on nourrit l'IA avec une œuvre musicale et elle imagine des images abstraites ou figuratives en réponse. C'est bluffant, parfois même un peu déroutant, je dois dire. Le motion design réactif, c'est encore autre chose. L'animation s'adapte en direct à l'attaque des notes, au crescendo, au silence. On a vraiment l'impression que la musique respire, qu'elle prend forme sous nos yeux. Un exemple qui m'a marqué, c'est Beethoven Reimagined par Uch Studio. Ils ont pris des œuvres de Beethoven, les ont analysées et les ont transformées en marées lumineuses immersives, projetées sur des dômes ou dans des musées. Chaque mouvement devient une vague de données lumineuses, orchestrée en temps réel. C'est à la fois fidèle à l'esprit de Beethoven et totalement nouveau. Et la question qui se pose, c'est comment ces technologies réinventent-elles la façon de vivre la musique classique ? Pour les musiciens, c'est une nouvelle manière de visualiser leur art, de comprendre la structure, l'émotion, presque de dialoguer avec la partition. Pour le public, c'est une porte d'entrée sensorielle, une façon de rendre la musique classique plus accessible, plus vivante. Je pense à des artistes comme Mike Hayford, qui fusionnent animation et musique classique pour créer des paysages numériques, ou à Klaus Obermeier, qui développe des outils interactifs pour transformer la scène en espace vivant. On n'est plus seulement dans l'écoute, on est dans l'expérience totale. Mais, évidemment, tout n'est pas si simple. Il y a des défis, des tensions, parfois même des débats assez vifs. Par exemple, jusqu'où peut-on aller dans la liberté créative du visuel sans trahir l'intention du compositeur ? Est-ce qu'une image doit coller à la partition ou peut-elle s'en affranchir complètement ? Je repense à une expérience en VR, Vivaldi 4.0, où l'on pouvait littéralement marcher dans l'automne de Vivaldi, interagir avec le vent de l'hiver. C'était fascinant, mais certains dans le public trouvaient que le spectacle visuel prenait le dessus sur l'émotion musicale. D'autres, au contraire, trouvaient que ça révélait des aspects insoupçonnés de la musique. Lors d'un festival multimédia à Lyon, j'ai vu ce clivage de près. Certains spectateurs étaient émerveillés, d'autres un peu perdus, presque frustrés que le visuel vole la vedette à la musique. C'est un vrai débat, sens versus spectacle. Où placer le curseur ? Je n'ai pas de réponse toute faite et je crois que c'est ça qui rend cette hybridation si passionnante. Il y a aussi la question de l'accessibilité technique. Ces projets demandent des outils, des compétences, parfois hors de portée pour de jeunes artistes. Mais en même temps, ça ouvre des opportunités incroyables pour repenser la création, pour inventer de nouveaux formats, de nouveaux dialogues entre les arts. Finalement, ce que je retiens, c'est que la rencontre entre classique et digital n'est pas une mode, mais une véritable révolution de notre façon de percevoir,
d'interpréter, de partager la musique. Les chefs-d'œuvre du passé n'ont jamais été aussi vivants, aussi lumineux, et je suis convaincue qu'on n'a encore rien vu. On se retrouve très vite pour explorer d'autres facettes de cette aventure. Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur Classique Rencontre Digitale.